Économie le Max sur i24 News. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, si ce n'est pas encore le retour de la guerre froide, eh bien cela y ressemble de plus en plus. On assiste ces dernières semaines à une montée croissante des tensions entre la Russie et l'Occident. Sanctions ciblées contre embargo alimentaire. Les deux camps ont-ils vraiment les moyens de faire durer ce bras de fer? Lionel Friedfeld sera avec nous. Nous irons auparavant en Amérique centrale. Les géants pétroliers préparent leur grand retour au Mexique. Plus de 70 ans après en avoir été chassés, eh bien, ils vont pouvoir profiter de la fin du monopole de la société Pemex. Ainsi en a décidé le Parlement. Ce tournant va-t-il permettre de dynamiser l'économie mexicaine? Élément de réponse dans quelques minutes. Et avant tout cela, nous ferons le point sur le possible dépassement du budget 2014 en Israël, pour cause bien sûr de conflit avec le Hamas. Combien peut coûter une prolongation des hostilités? Nous ferons le point dans un instant avec Jacques Bendelak. Voilà pour les titres et soyez les bienvenus. On commence par un point rapide sur l'actualité économique internationale avec une mobilisation qui va grandissant pour tenter de contenir l'avancée de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Hier, le Nigeria a décidé d'accorder plus de 11,5 millions de dollars pour les efforts de lutte contre le virus qui a déjà tué 2 personnes à Lagos pour 13 cas au total selon l'OMS. Lagos et ses 20 millions d'habitants, objet bien sûr de toutes les attentions. Le Nigeria est pour l'heure le 4e pays le plus affecté. L'état d'urgence sanitaire y a été décrété ce week-end. Au total, près de 1000 personnes ont péri déjà de cette épidémie. Une urgence mondiale pour l'OMS. Guinée, Sierra Leone et Libéria, on le rappelle, sont les pays les plus touchés. On va écouter le porte-parole de la présidence nigériane. Le président Jonathan a approuvé un plan particulier d'intervention et le déblocage immédiat d'une enveloppe de plus de 11,7 millions de dollars. L'objectif est de renforcer les mesures en cours visant à contenir le virus, telles que la création de nouveaux centres d'isolement, la gestion de cas, la recherche de contaminés, le déploiement de personnel supplémentaire, le dépistage aux frontières et l'achat de médicaments. Voilà, vendredi, c'est la Commission européenne qui avait débloqué 8 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie, un montant qui porte le total de l'effort européen à près de 12 millions d'euros. Le dossier de la dette argentine et le ton qui se durcit entre Buenos Aires et Washington. Le juge américain en charge du dossier a menacé ce week-end de poursuivre pour outrage la deuxième puissance économique d'Amérique du Sud. L'Argentine a mis en doute ces derniers jours l'indépendance de la justice américaine dans le fameux litige qui l'oppose, on le rappelle, à 2 fonds dits vautours. Le pays avait été condamné aux États-Unis à rembourser 1,3 milliard de dollars à ces fonds, faute de quoi, eh bien, il ne peut plus procéder aux autres remboursements de sa dette souveraine. Du coup, les agences de notation ont déclaré l'Argentine en défaut de paiement partiel. Jeudi, la présidente argentine avait annoncé avoir déposé plainte contre les États-Unis à La Haye. Aujourd'hui, une requête a été portée devant la Haye contre les États-Unis d'Amérique et l'activité de son pouvoir judiciaire. Ce n'est pas une action contre le pays, cela signifie simplement que les pouvoirs dépendants ou les travailleurs salariés de ce pays ont provoqué des dégâts. Ils ont agi en dehors de la loi, tenant juste compte des expressions et des résolutions d'un juge municipal qui veut piétiner la souveraineté. L'industrie militaire et ses chiffres pour le moins surprenants, ceux des ventes d'armes américaines en direction du Qatar. 11 milliards de dollars, il s'agit du plus gros contrat d'armement cette année pour Washington. 11 milliards de dollars pour notamment des hélicoptères d'attaque Apache, 24 exemplaires, des centaines de missiles Patriot, mais aussi des centaines de roquettes anti-tank. L'accord a été signé le mois dernier par le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, et vous le voyez, son homologue qatari, Hamad Ali Al-Attiyah. Un accord détaillé ce dimanche par le quotidien israélien Haaretz, un accord qui aurait laissé perplexes les leaders israéliens. Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, avait accusé il y a 2 semaines le Qatar de financer le Hamas à Gaza. Et à Gaza, justement, c'est le spectre de l'inflation qui menace désormais de mettre à mal un peu plus une économie depuis longtemps déprimée. La production agricole du territoire a été affectée par les combats. Les champs servaient aussi au Hamas de sites de tir de roquettes contre Israël. Les fruits et les légumes se vendent mal. Le prix des œufs a doublé en un mois. Celui de tomates a triplé. La Chambre de commerce de Gaza affirme que le taux de chômage à Gaza pourrait passer très vite de 40 à 50%. Et on se penche à présent sur la question du financement en Israël du conflit avec le Hamas. Yair Lapid, le ministre des Finances, a tenté de rassurer en fin de semaine dernière. Le budget pour cette année ne serait pas réellement affecté. Alors des propos tenus avant que le Hamas ne rompe le cessez-le-feu vendredi matin. Alors que va-t-il se passer en cas de prolongation des hostilités? Nous interrogeons l'économiste et sociologue Jacques Bendelak en ligne depuis Jérusalem. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en université et vous êtes également directeur de recherche à l'Institut israélien de sécurité sociale. Alors Jacques Bendelak, vous disposez aujourd'hui de chiffres assez précis concernant le coût total à la fois des opérations de Tsahal à Gaza et aussi du bilan économique de ce conflit, y compris les baisses de production. En tout cas pour ce premier mois de conflit qui vient de se refermer, on s'apprête à dépasser ce budget 2014. Oui, le coût est plus ou moins connu. Les dépenses militaires pour 2014 seront de l'ordre de 8 milliards de shekels. Les dépenses civiles, y compris la baisse de production, sera de l'ordre de 5 milliards de shekels. Donc, grosso modo, 13-14 milliards de shekels pour 2014. Chiffre qui, effectivement, comme le dit le ministre des Finances, est supportable pour l'économie israélienne, à la condition toutefois que ce conflit s'achève. Or, il ne s'est pas achevé lors de la trêve de la semaine dernière, et donc le prolongement de ce conflit va peser lourd sur le budget parce que on ne voit pas très bien aujourd'hui comment on va financer au-delà du coût tel qu'il est calculé jusqu'à ce jour, et qui d'ailleurs sera financé à la fois par des réserves budgétaires qui n'ont pas été utilisées, par le déficit public qui est encore en dessous de ce qu'il était fixé. Tout cela est juste jusqu'à aujourd'hui, mais si ce conflit se prolonge, si le coût s'alourdit, le ministre des Finances devra bien chercher des ressources ailleurs. Donc ça veut dire des ressources, des mesures exceptionnelles, même si les ressources sont là pour un conflit qui se prolonge. Absolument, situation exceptionnelle, donc mesures exceptionnelles, ça veut dire sans doute emprunter à l'étranger, laisser filer le déficit public davantage qu'il n'était prévu. Tout cela, bien sûr, dans la mesure où le ministre des Finances ne veut pas entendre le relèvement des impôts, c'est quelque chose qu'il rejette catégoriquement. Couper dans les dépenses sociales, c'est une mesure qui socialement n'est pas toujours très bien vécue par le public, et donc effectivement on peut aujourd'hui emprunter de l'argent à l'étranger, les taux d'intérêt sont assez bas, Israël a les capacités d'emprunter, d'avoir des déficits, puisque l'endettement israélien est très modeste. Israël a des réserves en devises extrêmement fortes, donc qui sont le garant de ces emprunts. Merci et donc beaucoup. effectivement les mesures devront être exceptionnelles comme la situation l'exige. Merci beaucoup Jacques Bendelak pour toutes ces explications. En tout cas, peu d'indices pour l'heure sur la stratégie du Trésor israélien concernant ce conflit qui n'est toujours pas terminé. Allez, cap sur l'Amérique centrale, nous vous en parlions jeudi, le Mexique a décidé d'ouvrir à la concurrence son pétrole et son électricité à des partenariats publics-privés, une réforme controversée qui, pour ses partisans, va améliorer la compétitivité des entreprises du secteur énergétique. La production de pétrole du pays est tombée à moins de 2,5 millions de barils par jour contre 3,5 millions il y a 10 ans. Les détails en images. Les compagnies pétrolières se préparent à faire leur grand retour au Mexique, 76 ans après avoir été expulsées du pays. Les législateurs mexicains ont mis fin mercredi au monopole de la société publique Pemex en votant une loi controversée réformant le secteur énergétique. Le président Enrique Peña Nieto doit maintenant promulguer la loi, véritable pierre angulaire d'une série de réformes visant à dynamiser la deuxième économie d'Amérique latine. L'objectif du président est de faire du Mexique une puissance énergétique. Et nous nous donnons les outils avec ces lois pour que ça se produise. Les compagnies pétrolières étrangères vont pouvoir désormais signer des partenariats d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz naturel à partir de 2015. Les géants pétroliers comme l'américain ExxonMobil et le britannique BP sont déjà dans les starting blocks, mais attendent encore d'en savoir plus. C'est évident que les grandes entreprises internationales sont intéressées à venir, mais elles sont aussi dans l'attente. Elles veulent en savoir plus. Elles veulent voir les projets. Mais l'ouverture à la concurrence est aussi perçue au Mexique comme un danger. Les opposants à la réforme y voient un premier pas vers la privatisation de Pemex, une mine d'or pour l'État, puisqu'elle lui fournit plus d'un tiers de son budget. Le cadre fiscal créé est très généreux. Il me semble qu'il y a des excès en faveur des entreprises pétrolières internationales et cela met en danger la rente pétrolière mexicaine. Manque de technologie et de fonds pour la prospection en eau profonde, une production qui est passée de 3,4 millions de barils en 2004 à 2,5 millions aujourd'hui, corruption. Pour le gouvernement mexicain, il était urgent de réformer Pemex.
Je crois que le marché avait besoin de cette réforme, surtout pour améliorer la compétitivité des entreprises du secteur pétrolier et de raffinage. Nous avons des chaînes de production qui ne sont pas compétitives. La loi énergétique a poussé dans la rue de nombreux manifestants qui craignent de perdre un des joyaux de l'État mexicain. Et même si la loi a été votée, les partis de gauche et les employés du secteur énergétique ont promis de poursuivre leurs protestations. Voilà, en tout cas, un vrai tournant pour le Mexique, 14e puissance économique mondiale, mais seulement 1,1% de croissance l'an dernier. Et on s'intéresse, comme promis, à cette crise politique et économique entre la Russie et l'Occident, États-Unis et Europe. 25 ans se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Mais depuis quelques mois, on se croirait par moments revenus aux mêmes rhétoriques, aux mêmes tensions. Alors ces puissances, elles ont aujourd'hui des intérêts communs. Peuvent-elles se permettre d'aller plus loin dans leur bras de fer? On va le voir avec vous, Lionel Friedfeld, notre analyste financier. Bienvenue à vous. Bonjour David. Alors schéma connu, Lionel, sanctions économiques contre les intérêts russes et puis des embargos parfois déguisés de Moscou contre les produits européens. Jusqu'où peut aller le bras de fer, grosso modo? Effectivement, on l'a vu dernièrement, notamment sur les importations de Russie, des produits alimentaires de l'Europe, des États-Unis. Il y en a un vrai bras de fer. Ils ne peuvent pas aller notamment trop loin car il y a des intérêts notamment énergétiques. Il faut savoir que la Russie est la 8e puissance mondiale avec un PNB de près de 2 trilliards de dollars. Le premier fournisseur de gaz aussi. Exactement. Les États-Unis sont une masse avec 16 trilliards de PNB. Véritablement, le bras de fer est déséquilibré. Mais ça suffit, ça, ces intérêts, cette imbrication d'intérêts pour dénouer le conflit? Les pays ont besoin les uns des autres, mais malheureusement aujourd'hui, toutes ces tensions, notamment, ça a commencé par la Russie qui avait invadé, on se souvient, l'Ukraine et notamment la Crimée pour des tensions économiques, ont notamment des répercussions sur les bourses mondiales et notamment sur les bourses aux États-Unis. D'ailleurs, les marchés qui accusent le coup. Voilà. Oui, exactement. Moins 10% pour le CAC 40. Moins 10% pour le CAC 40, moins 10,6% pour le DAX en Allemagne, moins 4,5% pour le FTSE en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, moins 4% en fait pour le S&P 500 et moins 3% pour le Nasdaq. Et justement, les investisseurs, ils sont écoutés, ils sont consultés dans ce genre d'événement pour un petit peu calmer les choses? Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est une décision politique. Maintenant, il y a des intérêts beaucoup plus importants, notamment, on en a parlé dans l'énergie. Et quand il y a des grands projets d'infrastructure d'énergie, on l'a vu récemment, le président Poutine vient d'annoncer un projet avec Rosneft notamment, qui va travailler notamment avec une société américaine pour développer des projets pétroliers, notamment c'est en Antarctique. Voilà. D'ailleurs, confirmé par Vladimir Poutine au nom du bon sens. Il a lancé ce projet d'exploration pétrolière. Lionel, on voit un relatif équilibre des forces au niveau de la capacité de nuisance entre l'Occident et la Russie. Qui va, d'après vous, céder le premier? Alors, sans doute l'Europe. Et l'Europe, parce qu'économiquement, elle va beaucoup moins bien qu'aux États-Unis. On s'en souvient, il y a quelques jours, la Fed a annoncé en tout cas, l'économie américaine a annoncé près de plus 4% de croissance pour le deuxième trimestre. L'économie européenne va beaucoup moins bien parce que l'Allemagne n'est plus une locomotive, parce que l'Allemagne exportait énormément en Russie, aujourd'hui elle est bloquée, parce que la France, il y a une panne de croissance en France, parce que l'Italie, il y a une récession et personne ne s'attendait à cette récession. Donc véritablement, et aussi parce que simplement le conflit est en Europe de l'Est avec l'Ukraine. Donc c'est l'Europe qui risque de pâtir de cette crise russe. Ouais, l'Europe qui a tout intérêt aujourd'hui à ce que le bras de fer ne s'éternise pas. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions, tous ces éclairages. Et on va passer au Media Watch. Et on reste sur ce sujet pour ouvrir cette revue de presse. Certains embargos imposés par Moscou, on l'a vu sur les produits européens, ils pénalisent déjà directement certaines activités en Russie. Et oui, bonjour Jeanne Citruc. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors, on part avec vous aux eaux de Moscou. Oui, donc jeudi, comme vous le savez, la Russie a interdit les importations de la plupart des produits alimentaires en provenance des pays occidentaux, en provenance de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie, du Canada, mais aussi de la Norvège. Un embargo qui devrait durer environ 1 an. Mais les premières victimes de ces mesures ne sont pas dans ces pays occidentaux, mais en Russie. Ce sont les animaux du zoo de Moscou qui n'ont plus assez de nourriture et notamment de fruits et légumes. Et je vous propose justement d'écouter la chef du service de presse du zoo de Moscou. Presque tous les animaux mangent des fruits et des légumes, à part ceux qui mangent du poisson. Et ceux qui mangent du poisson sont aussi en danger, car le poisson est sous embargo. Mais c'est plus facile de trouver un substitut pour le poisson que pour les fruits et légumes. Voilà la solution à cette guerre froide qui viendra peut-être des animaux. Alors Johanna, on revient sur le boycott des produits israéliens, mais aussi celui des marques qui soutiennent, avec beaucoup de guillemets quand même, Israël. Leur dernier épisode en date, il concerne la marque Garnier.
Effectivement, pendant l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza, la marque de cosmétiques Garnier, qui appartient au groupe L'Oréal, a offert des produits à l'armée israélienne, des savons, des crèmes, des déodorants, rien de très exceptionnel, juste quelques produits de base. Et le 31 juillet dernier, l'organisation pro-israélienne Stand With Us a posté sur les réseaux sociaux des photos de ces femmes soldats avec les produits Garnier, des clichés qui ont provoqué une énorme polémique sur le web. Certains internautes pro-palestiniens ont même appelé à un boycott de la marque Garnier, des appels auxquels Garnier a évidemment répondu qu'il ne s'agissait que d'un don ponctuel fait par un distributeur local. Voilà, les marques condamnées à jouer aux équilibristes. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.